plus rien. Ah, mais vous êtes là, vous? Vous étiez au rallye du Monte-Carlo, non? Non. Bon, peut-être que tout comme moi, vous n'y étiez pas, mais vous avez peut-être suivi le Monte-Carlo à distance, ou justement, vous avez envie de suivre quels étaient les événements marquants de ce rallye Monte-Carlo, qui franchement aura su réserver toutes ces surprises. On a pu voir notamment des tops, pilotes, mais aussi des flops. Oh mais qu'est-ce que tu fais? Et donc globalement, on va voir tout ça ensemble, avec la lumière qui m'a ébloui, à droite mon ordinateur qui va me permettre d'avoir des petites notes de quoi rien oublier, et puis voilà. Ambiance tranquille, on va revenir sur ce rallye ensemble. Allez, c'est parti. Au fait, j'ai juste besoin de ton avis. Est-ce que Takamoto Katsuta, tu trouves que ça rime plus avec élégant ou frustrant? Perso, hein. Je trouve que c'est vraiment frustrant. Bon, élégant, t'as le droit de le penser, c'est ton avis. Mais c'était vraiment un week-end frustrant pour Takamoto Katsuta. Parce qu'en fait, dès l'étape 1, il a des problèmes mécaniques, de boîte de vitesse. Donc je pense que c'est pas à toi que je vais apprendre que c'est embêtant, surtout à ce niveau-là. D'autant plus que par la suite, il arrive un peu à montrer son niveau. Il va faire 4 troisième temps, 2 troisième temps. Donc bon, on se dit là franchement, ça va que dans le bon. Il va même chercher un scratch dans le S12. Donc finalement, malgré ses problèmes mécaniques, il arrive à montrer qu'il est un pilote rapide. Et puis finalement, comme je disais dans la preview, le problème de Takamoto Katsuta, c'est que il est rapide. Il a des fois des problèmes mécaniques, mais c'est pas de sa faute. Mais souvent, il finit pas. Est-ce que tu penses qu'il a abandonné dans le S16? C'est peut-être pour ça que je dirais que c'était frustrant. Il a abandonné dans le S16. Bon, pour le défendre, c'était vraiment une spéciale très compliquée. Pour vous dire, la majorité des équipages étaient partis avec des pneus cloutés, tandis que Takamoto Katsuta avait décidé de croiser, donc des pneus cloutés et des super soft. Malheureusement, il n'aura pas su déjouer les pièges. Il va aller directement au contact d'un arbre. Impossible de sortir malgré l'aide des spectateurs. Finalement, un week-end qui s'arrête là pour Takamoto Katsuta, d'où un week-end frustrant. Est-ce que tu voudrais une petite anecdote sur Sami Payari? Ah, mais toi, tu es juste là en fait pour savoir comment Monte-Carlo. Je voulais te dire qu'en fait, Sami Payari n'était pas chasseur. Non, en fait, ça a vraiment un lien avec le Monte-Carlo pour le coup. En fait, dès le shakedown, il y a une troupeau de chevreuils qui est passée devant lui, il a failli les écraser, etc. C'est déjà un moment chaud et c'est surtout des images qu'on voit pas trop. Normalement, je vous aurais mis la vidéo, mais franchement, c'était vraiment top à suivre. Et puis finalement, Sami Payari étant rookie cette année, même s'il a déjà fait des piges l'année dernière, on rappelle, il a à cœur en fait d'apprendre petit à petit les manches, l'environnement WRC, etc. Et donc, le plus important quand on est rookie, c'est de finir les rallyes. Tu sens un peu l'embrouille arriver. Il fait un top rallye jusque-là, ES4 il arrive à faire un troisième temps, il monte sa pointe de vitesse, etc. Le S6 il se fait une petite frayeur comme Sébastien Ogier et Oliver Solberg dans une descente sur un virage verglacé sur lequel il va un peu s'appuyer contre le talus. Mais jusque-là, rien de bien grave, il nous fait surtout une image magnifique, un beau flat-out avec l'avant de la voiture qui se lève, ça vraiment c'était magnifique. Et puis finalement arrive le S16, la fameuse spéciale que n'aime pas Takamoto Katsuta, mais finalement arrive le S16, conditions vraiment verglacées, il décide de croiser les super soft et les pneus cloutés, il se sort beaucoup plus violemment sur un pont en contrebas et le week-end s'arrête là pour l'équipage. Bon, je vous rassure, ils vont bien, mais encore une fois, ça ne termine pas le rallye et c'est problématique. Bon, on sait que Sami Payari, du fait qu'il soit champion en titre de WRC2, qu'il ait déjà eu des piges, il lui faut ce temps d'apprentissage. Mais bon, ça reste quand même dommage. Mais on peut l'excuser, les conditions n'étaient pas évidentes, franchement. Grégoire. Oui. Alors, déjà, premièrement, vous ne pouvez pas dire que je ne suis pas un fan de Grégoire, vous n'avez aucune preuve du contraire, et j'ai jamais été médisant vers lui. C'est neutre quoi, voilà, c'est Grégoire Munster. Bon oui, j'avais pas été très gentil envers lui en disant que globalement il me rendait un peu neutre et qu'il m'évoquait pas plus. Mais Grégoire nous a sorti un top week-end pendant le Monte-Carlo, vraiment. Alors déjà, on peut retenir qu'il a eu des problèmes mécaniques et des imprévus on va dire. Premièrement, problème de frein lors du shakedown, bon, est-ce que c'est hyper grave ou pas trop vu que c'est pas chronométré? Ensuite, il faisait une boucle assez correcte le jeudi soir. Le vendredi, il va aller chercher quand même 2 fois à 2 reprises un deuxième temps. Donc franchement, il n'était pas habitué à ça. On dit waouh, trop bien. ES9, le pauvre, il est victime d'une crevaison qui va le faire baisser dans la hiérarchie. Et si c'était pas suffisant, on lui dit après la spéciale, donc après la fin de la journée du vendredi, alors tu as tout fini, ta voiture marchait très bien, par contre tu ne vas pas pouvoir la ramener au parc parce qu'on a un problème électrique. Ce qui va en fait le faire chuter largement dans la hiérarchie, et donc le samedi, il va partir en position d'ouvreur de la route, puisqu'en effet le moins rapide le vendredi, en inverse, c'est lui qui ouvrira la route le samedi.
Et donc pour le coup, en fait, il va profiter de ces déconvenus pour en tirer avantage. En effet, dans l'ES10, il va aller chercher son premier temps scratch. Effectivement, la spéciale se salissait beaucoup après le passage des concurrents, etc., rendant presque impossible l'amélioration, mais peu importe, il aura su, dans la journée précédente, aller chercher à 2 reprises des deuxièmes temps. Il a su montrer sa pointe de vitesse, et donc franchement, c'est un top week-end pour lui, jusqu'à ce qu'il abandonne dans la 17. Grégoire aussi, après on va croire que je vais être méchant envers toi, mais il fallait juste finir, mais par contre vraiment premier degré, je suis très très content du fait qu'il ait pu démontrer sa pointe de vitesse, c'était un top week-end, juste maintenant il faut finir. Au fait, j'avais oublié de vous dire comment il était sorti, et c'est peut-être intéressant si vous n'avez pas tout suivi. Bon, le jeu c'était la spéciale 17, donc c'est celle que peut-être vous avez suivie, dans laquelle Fourmeau et Rovampera font beaucoup d'écart parce qu'ils avaient les 4 super tendres sur la voiture. Grégoire Munster, de souvenir, il avait des neiges et des softs, je sais pas, ou des neiges et des pneus coûtés. Bon bref, il n'avait pas les pneus les plus adéquats. Et c'était presque une petite erreur d'inattention sur un virage, le souvir un peu l'extérieur, il est même passager, il ne peut pas y faire grand chose. Et pour le coup, voilà, il clipse le mur, il arrive quand même à faire un peu bouger la voiture, la mettre de l'autre côté, ce qui n'a pas dérangé la spéciale en elle-même. Mais c'est vrai que c'était dommage, quoi. Mais bon, on en a parlé. Bon, alors croyez-moi, ce drapeau va sortir beaucoup de fois dans cette vidéo parce que les Français sont à l'honneur. Et on va parler notamment de Sébastien Ogier, notre Français, roi de Monaco. Pas de Monaco, ça c'est Charles Leclerc. C'est roi du Monte Carlo. Effectivement, Sébastien Ogier emporte sa 10e victoire au rallye du Monte Carlo. Que dire, franchement, impressionnant. Je sais que ne serait-ce qu'en regardant les on-board, on voyait vraiment qu'il excellait sur toutes les parties givrées. Il arrivait à entrer avec le plus de vitesse, etc. C'était vraiment impressionnant. Je ne sais pas si vous avez eu le même ressenti si vous étiez sur les spéciales, mais tout juste waouh. Il gagne 10 victoires et pourtant cette année, il fallait aller la chercher avec des pneus qu'on ne connaissait pas, des conditions changeantes, des gens qui poussent fort derrière et franchement, il va le chercher. Et pourtant, il nous a quand même fait des erreurs parce qu'on n'est pas trop habitué. Encore peut-être sur la fin de saison 2024, on pouvait voir qu'il était quand même un peu faillible. Mais là, pour le coup, dès le S3, il nous a un peu tous fait sauter du canapé en se disant attends, parce que du coup, il rentre fort dans un virage, il garde l'axel, il la remonte sur la route, et finalement, il doit retaper une marche arrière, repartir, etc. Il perd à peu près une quinzaine de secondes, ce qui va faire que notamment, il perdra le lead à la fin de la première journée. Mais en dehors de ça, globalement, c'était largement maîtrisé. Il va chercher, je crois, 6 scratchs sur les 17 possibles, et non pas 18, parce qu'il y a la spéciale 5 qui avait été annulée. Il se fait aussi une autre chaleur dans le S6, comme Paillari et Solberg, sur le freinage un peu verglacé en descente. Il va juste l'appuyer contre le fossé, mais sans grand impact direct sur la course. Et puis finalement, c'est impressionnant. Donc il va nous chercher la victoire, 25 points. Les 5 points de la Power Stage, comme si ça ne suffisait pas, il emporte pour 3 dixièmes. Et il va chercher les 3 points de la boucle du dimanche. Donc il est en tête du championnat alors que le gars il ne fait pas la saison complète. Juste waouh quoi. Vraiment il faut qu'on se rende compte de ce qu'on vit. Et la chance qu'on a en tant que Français d'avoir ce genre de pilote, les 2 Sébastien, c'est quelque chose. Et puis on va voir qu'il y en a qui poussent fort de Français aussi derrière, mais juste waouh quoi, je suis impressionné. Il serait peut-être temps de parler finalement du grand vainqueur de ce rallye Monte Carlo, c'est Elfyn Evans. Effectivement, Sébastien Ogier, notre Français, n'est pas engagé dans un programme complet de WRC, puisqu'il est engagé en programme partiel. Et donc finalement, des pilotes engagés à temps complet, vu que Elfyn Evans termine 2e de ce rallye, c'est lui qui fait la meilleure opération, c'est lui qui aura su avoir les meilleures épaules pour tenir notamment face aux diverses attaques d'Adrien Fourmeau, même s'il y a eu un passe-passe entre eux. On avait l'habitude de dire que Elfyn Evans avait du mal à résister à la pression. Là, il a prouvé le contraire, franchement, en dehors d'une petite erreur dans le S8, où c'est juste, il réaccélère un peu trop dans la portion givrée, il y avait beaucoup de monde à cet endroit, et peut-être que vous y étiez. Bon, finalement, il reste leader de ce classement général du WRC. Bon, c'est que la première épreuve, il faudra voir si ça tient dans le temps. Il emporte donc les 17 points de la 2e place, les 5 points de la journée du dimanche, puisqu'il a été le plus rapide sur cette étape. Et puis finalement, il emporte les 4 points de la Power Stage, parce que seul Sébastien Ogier le bat pour 3 dixièmes dans la Power Stage. Donc voilà, on peut dire que le meilleur de ce rallye, c'était Elfyn Evans. Et puis oui, il fallait quand même que je fasse une petite blague parole.
Ouhou, on supporte encore les Français quand même. Vive Sébastien et bien joué Evans. Bon, elle est là notre fierté, pas vrai? Bon, elle est là notre fierté, pas vrai? Adrien Fourmeau chez Hyundai. Effectivement, cette fois-ci, je ne vais pas dire qu'il a rejoint Hyundai, c'est qu'il a rejoint Hyundai et il est allé chercher un podium au Monte Carlo. Quel week-end stratosphérique de la part de nos Français. On n'attendait pas Adrien Fourmeau et Alexandre Correa à un tel niveau dès le début, avec une nouvelle équipe, une voiture qu'il ne connaissait pas, même s'il avait déjà expérimenté au Dévoluy, où il s'était battu face à Rovanpera et il l'avait emporté. Mais là, quel week-end, franchement impressionnant. Dès le jeudi, ça va chercher un troisième temps. Puis ensuite, ça évolue petit à petit pour aller chercher un scratch dans la spéciale 6. Une spéciale qui n'était pas évidente. On a en tête notamment les incidents de Tanak, de Neuville, etc. Donc vraiment, il a su profiter des moments où les conditions n'étaient pas évidentes, mais surtout avoir la carrure de voilà, se dire j'ai mon plan, je fais ça, etc. Et la sérénité qu'il dégageait au point stop, c'était impressionnant. On était en mode j'ai mon plan de marche, je vais le suivre et j'arriverai où je veux aller. Et finalement, il l'a fait en faisant même des paris qui pourraient sembler osés, quand on voit notamment sur la journée du dimanche, je l'ai en tête parce qu'elle est relativement fraîche là dans mon esprit. Mais par exemple, lors de la première spéciale, la spéciale 16, dans lequel il y avait des conditions vraiment compliquées, etc. Il y a Taka, il y a Sami qui sont allés au tas, etc. En voulant faire mettre des softs et des pneus cloutés. Mais Adrien Fourmeau le fait, il savait qu'il allait perdre du temps et finalement il va dans la 17e spéciale par un très bon jeu stratégique aller mettre un coup immense à ses concurrents, surtout à Tanak, en allant chercher ce scratch, 4 secondes 5 plus rapide que Rovanpera, et je crois dans les 17, voire plus de secondes comparé aux autres concurrents. Et c'est ce qui l'apporte finalement vers cette troisième place. Donc au global, il en sort deuxième du championnat virtuel si on isole Sébastien Ogier. Il emporte la troisième place qui lui rapportera donc 15 points, plus les 2 points de la journée du dimanche et les 3 points de la Power Stage. Franchement, bravo, il est deuxième du championnat. On se souvient déjà de la saison passée où il excellait, etc. Des fois, on pouvait se dire, ah, c'est parce que devant, ça s'est ouvert, il a profité. Là, c'était vraiment plus qu'à la régulière, voire il pouvait largement jouer la deuxième place. Mais ils ont voulu jouer le coup de la sécurité dans la dernière spéciale et je les comprends totalement. Mais waouh, franchement, c'était beau. Imaginez que la spéciale est séchée, la 18e. Ça aurait pu être une autre histoire, mais seul avec des scies en coupe du bois. Oula, pas sûr de la... Bref, bon bref, bravo Adrien. Bon, je voulais dire qu'à partir de maintenant, il n'y avait plus de blagues, vraiment, cette fois-ci, parce que j'ai un partiel à réviser pour demain, il est vraiment tard, et puis de toute manière, ça fait rire personne, donc j'arrête. Peut-être qu'avec le montage, vous aurez des blagues après, mais l'idée est vraiment d'aller à l'essentiel. Parlons de Kalle Rovanpera, le plus jeune double champion du monde, de retour à temps complet cette saison en WRC. Alors certes, l'année dernière, il était à temps partiel, il a à cœur d'aller chercher le titre cette année, mais il fait qu'une 4e place, soit un week-end pas très flamboyant, sauf que quand on prend de la hauteur, on se rend compte que ce genre de sportifs, quand ils sont dans des périodes de bas, etc., ils arrivent toujours à faire des bons résultats. J'ai en tête par exemple une comparaison de la Formule 1. Si Max Verstappen n'est pas dans un bon jour, ben, il va faire deuxième. Alors que s'il est dans un bon jour, il fait premier, certes, c'est mieux. Mais ce que je veux dire, il assure dans le sens où là, Kalle Rovanpera fait 4e. Et si on regarde en comparaison, il ne perd que 2 points par rapport à Adrien Fourmeau, alors qu'ils ont un week-end totalement différent. En effet, Kalle Rovanpera va récupérer les 14 points les 12 points de la 4e place, les 4 points de la boucle du dimanche et les 2 points de la Power Stage qui l'auront vu surpasser Tanak. Et donc se dire que voilà, un mauvais week-end dans lequel il ne se sentait pas en confiance, il s'est remis beaucoup de fois en question dans les interviews, etc. En se questionnant presque s'il savait conduire une voiture de course, en rigolant bien sûr, mais finalement il fait quand même 4e, ce qui n'est pas mauvais, ce qui serait pour beaucoup un très bon résultat. Donc maintenant, il faudra qu'on voit ce qu'il arrivera à faire sur les prochaines manches, mais je doute absolument pas qu'il sera très très rapide. Il faut qu'on parle quand même de Monsieur On-Off. Qui j'appelle Monsieur On-Off, c'est Ott Tanak. Il faut que je remette la lumière. Pourquoi Monsieur On-Off? Parce qu'en fait, je pense que vous le savez si vous suivez le WRC, Ott Tanak c'est soit tout, soit c'est rien. Dans le sens où là, par exemple, on voit que les premiers jours du Monte Carlo, il était vraiment dedans, il ne se sentait pas à l'aise avec la voiture, etc. Il n'arrivait pas à mettre du rythme finalement, même s'il était le plus rapide au moment du shakedown, ça ne veut pas finalement dire grand-chose. Il s'est même fait pas mal de frayeurs, notamment dans le S6, où il va rentrer là, dans ce talus, couper un bout de poteau,
et arriver à ressortir en restant plein gaz, etc. C'était vraiment une image impressionnante, surtout la voiture a pas mal morflé, mais c'était que de la cosmétique. Et puis finalement, à partir de l'ES 11 à peu près, il est arrivé à trouver un setup qui lui plaisait. Et là, ça a été un festival, quoi. Le gars était inarrêtable, mais vraiment inarrêtable. Il était trop rapide, allant chercher, je crois, 4 ou 5, 4 scratchs, je crois, sur 5 spéciales, quelque chose dans le genre. Donc vraiment, vraiment impressionnant. Même au coup de passe-passe, et dû à cette pointe de vitesse, il a menacé Fourmeau. À un moment, ils sont passés. Bon, bref, il était hyper rapide et il faisait vraiment peur pour le podium. Et puis finalement, sur le dimanche, mauvais choix pneumatique. En fait, il a pris 2 pneus de chaque gamme. Donc 2 pneus neige, 2 super soft et 2 pneus cloutés, etc. Et puis finalement, en fait, sur le dimanche, c'était rien. Mais vraiment, off, rien du tout pour Tanak. C'est-à-dire qu'il va chercher les points de la 5e place, mais finalement, derrière, il ne prend aucun point sur la journée du dimanche et un point de Power Stage. Mais c'est vraiment on-off, quoi. C'est fou quand même. Mais sinon, quand il est en mode on, c'est impressionnant, c'est on-board. Tant qu'il ne se sort pas. Mais c'est impressionnant la vitesse qu'il met, etc. C'est fou. Mais c'est tout ou rien avec Tanak. C'est ce qui est vraiment dommage. C'est quoi qu'on a vécu avec Thierry Neuville là, de héros l'année dernière à 0 cette année? C'était quoi ce week-end? En fait, ça a été un week-end qui avait bien commencé au début parce qu'à la fin de la boucle du jeudi, Ogier fait sa petite bêtise dans le S3, il est leader du coup à la fin du jeudi. Et puis en fait, tout va partir un peu en live à partir de l'ES6, puisqu'en fait, sur un freinage en descente, etc., il freine un peu tard. Il va aller s'appuyer en bas d'une épingle contre un mur, il repart un peu, mais avec la roue totalement arrachée. Il arrive à la tenir, etc., jusqu'à la fin de la portion chronométrée. Il perd beaucoup de temps, je ne sais plus combien, mais bon bref, c'est impossible pour la lutte au classement général, on s'en doute. Il arrive à avoir la chance que la roue reste attachée pour qu'il aille au routier réparer tout ça, etc. Le S9, donc le deuxième passage dedans, sur exactement le même endroit, il avait, semble-t-il, une crevaison lente depuis pas mal de temps, et donc la pression qu'il met à ce moment-là le fait ressortir exactement au même endroit. Alors, coïncidence, oui, c'est possible, mais un coup au début, c'est parce que voilà, il découvre pas trop les freins, etc. Il freine un peu trop, il découvre les pneus, etc. Il sait pas trop jauger le grip, il freine un peu tard. La deuxième fois, c'est au même endroit, donc c'est sûr que d'un point de vue extérieur, ça fait un peu bizarre. On pourrait presque taper sur les doigts en mode c'est une faute grave le truc. Puis après, on enchaîne la boucle du samedi, donc on se dit bon, il faut repartir sur une bonne base. Première spéciale, il fait je sais pas combien de mètres, finalement la voiture arrêtée, problème, il doit réinitialiser la voiture, donc il perd encore 50 secondes. Puis du coup, il se dit bon, mais le classement général c'est vraiment foutu. Je vais essayer de préparer ma journée du dimanche pour aller chercher beaucoup de points, etc. Notamment dans cette préparation, il va s'appuyer un moment contre un mur, ce qui va voiler un peu sa jante et sa roue. Bon, d'accord. Bon, tant qu'il marque des points le dimanche, encore, on ne lui en veut pas. Mais même le dimanche, ça a été vraiment compliqué, quoi. C'était vraiment compliqué. Après, la position qu'il avait ne le favorisait pas sur la route, certes, mais bon, ça restait quand même un pilote de pointe. Et il passe pas de héros à 0, mais de héros à 9 points. C'est-à-dire qu'il prend les 8 points de sa position au classement général et 1 point de la journée du dimanche. Mais qu'un point, quoi. Il prend 1 point sur le dimanche. C'est ouf quand même. C'était vraiment un week-end que j'espère plus voir de Thierry Neuville. Parce que ouais, c'est sûr que quand on compare les deux Monte-Carlo entre lui de cette année et lui de l'année dernière, c'était un peu l'effet de Murphy là. Si un truc qui devait mal se passer, ça se passait mal pour Thierry Neuville, donc on espère que ça ira mieux sur les prochains rallyes, mais il perd beaucoup de points déjà. Parlons peut-être du week-end de Josh McCarlehan. Rien à dire de particulier à propos de son week-end, parce qu'en soi il est vraiment dans cette phase d'apprentissage, de rookie, qu'on pourrait dire, de ces WRC1, ces nouvelles voitures qui découvrent cette nouvelle équipe, même les spéciales du Monte Carlo, puisqu'il me semble qu'il avait fait une seule fois le Monte Carlo en WRC2, il était relégué même à plus de la 50e place. Donc voilà, il découvre et il n'a pas su avoir un surplus d'ego ou quoi que ce soit. Il apprend étape par étape, les pneus, etc. On a rencontré même quelqu'un de très sympa au micro. Forcément, à un moment donné, dans la vidéo preview, j'ai essayé d'en jouer en faisant la blague, voilà, que c'était un pilote, etc. Qu'on ne comprenait pas trop pourquoi il était en WRC1, etc. Parce qu'il y a des pilotes qui sont certes plus rapides, c'est sûr, mais ça reste un bon pilote, on sait qu'il est capable de pouvoir claquer des temps. Et pourtant, il a pris sur lui, il est finalement la dernière voiture M-Sport à finir.
Donc finalement c'est un week-end réussi parce que entre guillemets il a battu Grégoire Munster, même s'il a fait un très bon week-end Grégoire Munster, mais finalement un bon week-end pour lui parce qu'il a appris, il a évolué, on a vu une progression sur le week-end et c'est ce qu'on attend de quelqu'un qui découvre une catégorie plutôt qu'aller la placarder après un virage. Donc c'est bien Josh, il faut continuer comme ça et c'est Joshua pour les personnes pointilleuses et je sais qu'il y en a parmi nous. Posons-nous un peu et faisons en sorte que rapidement on éteigne cette lumière parce que j'ai les yeux qui brûlent, j'ai un partiel à préparer. Bon bref, c'est la catastrophe, mais donc parlons du WRC2 et du WRC3 qui franchement a été une partie de plaisir. Je parle notamment de la bataille pour la deuxième place en WRC2, mais aussi la victoire d'un petit Aveyronais qu'on connaît par ici qui a gagné en WRC3. On va en discuter dans quelques instants. Déjà parlons du WRC2. Déjà, parmi les pilotes que je qualifierais Top Gun, c'est-à-dire les pilotes les plus rapides du championnat et qui jouent le championnat WRC2, Johan Rossel était le seul à l'avoir nominé ce rallye, puisqu'on rappelle qu'en WRC2, sur les 14 épreuves, on en nomine 7 pour marquer des points sur le championnat. Et donc Johan Rossel était le seul à avoir marqué des points, mais était aussi présent Riadin, Solberg et Greensmith, qui sont largement les 3 plus gros prétendants au titre avec Johan Rossel cette année. Et donc ils étaient présents, mais pourtant Johan Rossel a quand même su surclasser ses pilotes. Solberg, dès la deuxième spéciale de nuit, tape contre un mur, ce qui le contraint du coup à changer un pneu, ce qui le relègue, etc. Finalement, loin dans le championnat et n'ayant plus d'enjeu à essayer de gagner le rallye en étant la meilleure rallye 2. Bon, finalement, il était plus en retrait, même si à aller chercher des scratchs sur certaines spéciales. Greensmith, qui avait fait des essais mais fous pour le Monte Carlo, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, c'était incroyable, était plus en dedans durant ce week-end, franchement. Et puis on a aussi Griadin, qui était franchement hyper rapide, c'est un gars à faire des vidéos de ouf. On regarde de l'extérieur, c'est complètement fou ce gars. Même lui à la fin de la spéciale, quand il te dit qu'il a mis 10 secondes à tout le monde et qu'il a les mains qui tremblent, ou qu'il te dit qu'il même lui il avait peur du truc, ça veut dire à quel point il est givré ce gars. Bon bref, Johan Rossel l'emporte largement avec je pense plus de 2 minutes d'avance, j'ai plus en tête le chiffre exactement, mais il l'emporte facilement, parlant notamment de ceux qui étaient 2e et 3e en WRC2. Il y avait une super bataille entre Eric Camilli et Léo Rossel, les pensionnaires du championnat de France qui se sont bataillés à coups de 10e durant tout le week-end. Léo Rossel va même faire une petite faute, on va voir que son aileron part, il aura un peu tapé à l'arrière. Camille des fois plus en dedans sur certaines spéciales, mais Camille va marquer un coup fort dans cette 16e spéciale qu'on aura notamment connu les sorties de Takamoto et de Pagliari. Notamment lui ce qu'il va faire, il va arriver à claquer un 7e temps scratch au général, donc en comprenant les WRC, qui va donner finalement un coup de massue à Léo Rossel, le reléguant donc désormais à la 3e étape, à la 3e place. Mais lui aussi aura su emporter une spéciale. En effet, Léo Rossel a pu remporter la 17e spéciale, là où Camille a remporté la 16e. Et sinon, WRC2 officiel, c'est Johan Rossel qui a gagné tout le reste des spéciales. Et finalement, parlons du WRC3 avec la présence notamment de 3 Français qui jouaient vraiment la victoire de WRC3. On avait Rossi, Châtillon et Pélamour. Bon, finalement, Pélamour, le côté chauvin, vu que je fais mes études en Aveyron, c'est pour ça que le décor a changé. Pélamour l'emporte largement sur Fontana, un Italien, avec plus de 5 minutes d'avance. Rossi est relégué à la 3e place et malheureusement notre équipage français, Châtillon et Maxence Corneau, sont relégués finalement à devoir abandonner suite à une sortie de route. Dommage, on espère les voir sur d'autres épreuves, ça sera le cas, il me semble, j'ai plus en tête les épreuves. Mais waouh, quelle démonstration d'Arthur, on l'avait vu notamment au rallye d'automne faire une 4e place avec des temps fous de nuit, etc. Et puis on l'avait vu aussi au Terre de Vaucluse faire une super performance, mais là, rentrer dans des spéciales qu'on ne connaît pas, une voiture qu'on a expérimentée que 2 fois et faire une telle prouesse, tout juste bravo, j'ai souvenir notamment de son commentaire après l'arrivée de l'ES1 quand on lui dit qu'il a fait le scratch, je crois, avec plus de 10 secondes d'avance, il est en mode comment ça? Donc vraiment bravo et ça fait plaisir en tant que semi-Aveyronnais que je suis, donc on suit ça à fond et puis voilà ce qu'on peut en dire en ce qui concerne le WRC2 et le WRC3. Ah enfin, et non, c'est pas fini, projetons-nous juste sur le prochain rallye qui arrive, le rallye de Suède du 13 au 16 février prochain. Qu'est-ce qu'on en retient? L'arrivée de 3 nouvelles WRC, donc il y aura plus de WRC.
Là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte le type? Effectivement, il y a des doubles versets qui ont été loués, entre guillemets. Il y a Jordan Sarderidis qui est de retour, Martin Cesc, et aussi on a Lorenzo Bertelli qui est de retour, voilà, globalement. Donc on aura un peu plus de double versets à suivre sur cette épreuve. Bon, globalement, de perfo, il y aura peut-être que Martin Cesc. Les autres, ça sera un peu des voitures moins performantes, engagées en privé, mais plus de double versets à suivre. En ce qui concerne le double verset 2 et le double verset 3, il faut savoir qu'on n'aura pas de Français, on va dire, prétendant au titre engagés, puisqu'il y a 2 ou 3 Français, mais qui ne seront pas, je suppose, des prétendants à la victoire. Voilà ce qu'on en retient. Là, maintenant, vous pouvez prendre la vidéo, la glisser vers le bas ou la fermer. Mais sinon, n'hésitez pas à me faire savoir votre soutien, si ça vous plaît ou pas ce format. Moi, voilà, je propose d'essayer de partager ce que je vis de l'intérieur et ma passion pour le rallye. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir, like, compagnie. Attention, je ne vais pas faire le gars, abonnez-vous. Bon bref, vous savez quoi faire, la bise. Et comme je disais avant, restez bien attachés, c'était Pégase. Arrêtez la lumière.